Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes devenu un maître de l'humour avec des sketchs où il y a à boire et à manger dans tous les sens du terme. Nos auditrices et nos auditeurs vont être, j'en suis sûr, ivres de bonheur en écoutant le parcours d'un humoriste qui, au fil des années, a pris de la bouteille. Bonjour Chicandier. Bonjour Jacques. Jason Chicandier d'ailleurs, très exactement. Alors je préfère qu'on dise Chicandier, j'avoue. D'accord, on va garder. Alors, vous publiez un livre étonnant, Les Miscellanées de Chicandier, chez Flammarion. On va en parler longuement parce que c'est un grand mystère. Mais vous êtes un humoriste que tout le monde connaît. Quand j'ai dit que vous veniez à Sud Radio, toute l'équipe était « Ah, il vient nous voir, c'est formidable !» Donc vous avez un parcours étonnant qu'on va évoquer. C'est le principe des clés d'une vie avec des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 27 mai 2019. C'est un vendredi bleu métal chez Oscar aux Puces du Canal à Lyon, je crois. Tout à fait. C'est-à-dire que j'ai fait la vidéo Bleu Métal en décembre 2018, qui a été, contre toute attente, un buzz, comme disent les jeunes. Et via ce raz-de-marée, j'ai été contacté par les Puces du Canal pour faire effectivement une journée vendredi après-midi Bleu Métal, où il y avait beaucoup de lyonnaiseries, où on a passé une après-midi fort agréable. Mais Lyon, d'ailleurs, qui nous écoute maintenant, car notre émetteur de Sud Radio est à Lyon. Alors, c'était quoi les Puces du Canal? C'est quoi? Les Puces du Canal, en fait, c'est à côté, c'est à Villeurbanne, juste à côté de Lyon. Et c'est une sorte de puce, c'est marché aux puces des dimanches, qui font aussi marché aux fleurs, qui font guinguettes, etc. Et qui, de temps en temps, prêtent le flanc ou prêtent l'oreille à des artistes pour faire connaître un peu ce qu'ils font. Alors, vous terminez cette journée en disant « taguez vos petits foies de veau qui étaient là ». Les petits foies de veau, c'est votre expression? Oui, en fait, ça a été l'expression que j'ai utilisée dans la première vidéo. C'était pour dire, comme moi, je suis très lyonnais, très lyonnaiserie, donc les foies de veau, les rognons, les riz de veau, mes petits foies de volaille, etc. Donc j'ai un univers très culinaire, donc c'est pour ça que mes petits foies de veau me semblaient aller de bonne alloi. Alors, l'expression bleu métal, je crois que ça vient des carrossiers. Totalement. C'est des carrossiers dans la région de, alors j'allais dire Saint-Étienne, la Loire, certainement Rhône-Alpes. Et bleu métal, c'est parce que c'est une couleur de bagnole. Et alors, il y en a qui disent on se met bleu de Bresse, bleu d'Auvergne. Et bleu métal, voilà, ça veut juste dire qu'on va vraiment se mettre une grosse cartouche dans la tronche. Alors, il se trouve que le bleu métal, c'est quand l'acier acquis avec un traitement thermique qui s'appelle le bleuissage, une couleur bleue, due à une fine couche de magnétique qui donne une résistance à la corrosion. Ah, ça, c'est quand on tient bien le comptoir. Voilà, exactement. Alors, vous vous appelez Chicandier, et Chicandier, je crois que ça vient de canaille. Oui, c'est un terme de vieux français qui veut dire canaille. Je l'ai su qu'après avoir pris ce nom d'emprunt. Comment c'est venu alors? Vraiment par hasard. Quand Facebook est arrivé, c'est-à-dire en 2008, si je dis pas de bêtises, j'ai pris mon nom d'emprunt. Et moi, j'écris depuis que j'ai 12 ans, donc j'ai l'habitude de faire des noms de personnages, etc. Et j'ai hésité entre Dylan Bobichon et Jason Chicandier. Et j'ai pris Chicandier, je ne sais pas pourquoi. Et plus tard, j'ai su que Chicandier voulait dire canaille en vieux français. Et Chicandier, c'était sorti de votre imagination? Totalement. Mais la tradition des jeux de mots les plus insolites, pour les noms, ça remonte au 19e siècle. Ça remonte à Alphonse Allais, à des gens comme ça. Et il y a eu un concours des pseudos les plus insolites sur les réseaux. Et sont arrivés en tête Gilbert Monclavier, No Vaseline, Jason Statman et Ray Desfesses. Ah, j'aime bien. Mais alors, moi, justement, je voulais pas avoir un nom et un prénom, parce que souvent, effectivement, dans la tradition populaire française, il faut qu'il y ait un jeu de mots. Oui. Moi, je suis pas très jeu de mots. Et alors, je trouvais que Chicandier, c'était simplement, il y a un côté très fédérateur, on sait pas pourquoi, mais ça fédère. Alors, vous appelez Laurent Regueras, mais plus personne vous appelle comme ça? Non, parfois ma femme quand elle m'engueule ou quand péniblement j'arrive à la faire jouir. C'est plus compliqué. Alors, vous êtes né à Bron, où vous avez passé 6 jours. Oui, parce que je suis arrivé à Saint-Étienne au 7e jour. Ouais. C'est un truc un peu christique, un peu même déiste. Donc je suis arrivé à Saint-Étienne à 7 jours. Et donc oui, je suis plus stéphanois que lyonnais, mais j'estime avoir la double nationalité. Oui, surtout que Bron, il faut savoir que la première ligne de tramway est née exactement le même jour que la Tour Eiffel. D'accord, je ne sais pas. Et que dans les célébrités qui ont passé leur enfance à Bron, il y a Karim Benzema. Ça, je sais. Et Mimi Mati. Ça, je sais. Voilà. Alors, votre enfance, c'est à Saint-Étienne. Et Saint-Étienne, pour toute génération, c'est cette chanson. Qui c'est le plus
cette chanson, Monty l'a écrite dans un embouteillage en 10 minutes. Aujourd'hui, à mon avis, vu les embouteillages, il écrirait 10 chansons directement. C'est ça. Là, il peut faire un triple album, ouais. C'est pas votre truc, le football, mais vous avez forcément entendu parler de cette chanson. Ah oui, parce que tous mes copains, ils sont très foot. Que ce soit des copains stéphanois, lyonnais, parisiens, bordelais ou n'importe. Tous mes copains sont foot. C'est une culture populaire que j'affectionne et que j'apprécie. Il se trouve que je ne connais rien. Et quand on connaît rien au football, on peut pas rattraper son retard. J'ai essayé il y a 5-6 ans de rattraper mon retard, c'était trop tard. Donc je laisse le football à ceux qui savent en parler. Mais en tout cas, je peux regarder un match, ça me pose pas de problème. Surtout s'il y a des petits fours et 2-3 copains, il y a aucun problème. Des petits fours pour les gros succès que vous avez, ça me semble logique comme complément. Oh, j'ai fait des gros fours aussi. Alors, il se trouve que vous êtes fils de médecin, vous n'êtes pas, mais vous êtes humoriste aujourd'hui, mais vous avez fait des études très sérieuses, Chicandier. J'ai été notaire, ce qu'on appelle notaire diplômé. Donc, comment c'est arrivé ? En fait, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que moi, depuis que je suis gamin, j'ai fait des bêtises, j'écris beaucoup de bêtises. Je suis un homme d'écrit à la base. Et j'ai écrit beaucoup de chroniques. J'ai écrit une pièce de théâtre quand j'avais 14-15 ans. Je commençais à jouer des pièces de théâtre, etc. Et moi, je voulais faire ça, mais quand on habite à Saint-Étienne, qu'on a des parents médecins, qu'on est d'une famille un peu chabrolienne, etc., j'avais rien à faire dans le milieu du spectacle à Paris. Et donc, j'ai suivi ce qu'on appelle, à l'époque, j'aimais bien, c'était l'expression, ça s'appelait pousser au cul. Les gamins, on les poussait au cul pour qu'ils fassent des études, et j'ai été poussé au cul pour faire du droit. J'ai fait du droit. Bon, je crois avoir un cerveau qui est pas si mal fait que ça. Et j'ai pu avoir péniblement mon diplôme de notaire. Vous êtes devenu, je crois, clerc de notaire au départ. Clerc de notaire, en fait, dans le notariat, tant que vous achetez pas votre charge, vous n'êtes pas notaire. Donc j'étais clerc de notaire, forcément. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui a été clerc de notaire à ses débuts et qui ensuite est devenu très célèbre. C'est Raymond Souplex, le commissaire Bourrel des 5 dernières minutes. Totalement. Il a débuté dans ce métier-là. Totalement. Alors, je crois que ce jour, il y a Henri Matisse aussi. Henri Matisse. Merci de tirer les choses au clair, comme on dit. Et il se trouve aussi que c'est le notaire lui-même qui vous a conseillé de changer de métier. C'est pas le notaire, ouais, bien sûr, c'est Maître 2 ans que j'embrasse. Et qui m'a dit un jour, Monsieur Riaz, vous n'avez rien à faire ici, mais il le disait pas pour moi, il le disait pour la profession de notaire en disant, vous salissez cette profession qui est une belle profession. Et que pourquoi ? Parce que je m'en fichais, que j'arrivais, en plus à l'époque je buvais beaucoup, j'arrivais moitié bourré, je confondais les noms, les dossiers, les parcelles cadastrales, etc. Donc j'étais un enfer. Et le mec il m'a dit, écoutez, faites autre chose, voilà, mais pas poussez-vous de mon étude, s'il vous plaît, poussez-vous de là, voilà, qu'on soit à peu près respectable. Voilà. Allez les verts. Pour vous, ça s'écrivait pas de la même façon. Les Verts, ça s'écrivait pas de la même façon. Non. Alors, il se trouve aussi que vous devenez secrétaire général pour une entreprise de logement social adossée à un groupe bancaire. Ouais, ça c'est vrai. Alors, c'est arrivé comment ça ? Par copinage, en fait. J'ai un copain qui m'a dit monte dans le Nord. Je suis arrivé là-bas. Alors là, j'étais vraiment payé, mais très très cher à pas faire grand-chose. Et là, j'ai compris ce que c'est le syndrome de l'imposture. Mais le vrai syndrome de l'imposture, c'est-à-dire on vous donne une fonction, vous savez pas pourquoi vous êtes là. Moi, je prenais du bide, je devais prendre 2 kilos par mois. Je faisais des bouffes. J'avais les cravates dingo avec la sauce de mayo au milieu. Je faisais des inaugurations de logements sociaux avec des préfets, des sous-préfets, des adjoints, des suradjoints, etc. On passait notre temps à boire du champagne, à bouffer des petits biscuits et à faire semblant de bosser. C'était à la fois très agréable et un peu horrible parce que je me suis dit, je peux pas vivre une vie à faire semblant. Voilà. Alors, je crois que c'était la Caisse d'épargne qui était dans le coup à l'époque. Oui. Et la Caisse d'épargne, il faut savoir, c'était le premier sponsor de la télévision. Ah, je ne savais pas. Pour un jeu Spelov du XXe siècle de Pierre Sabag, où il y avait le premier ordinateur, un peu comme dans Qui veut gagner des millions, il y avait plusieurs réponses possibles. Alors, il se trouve que donc un jour, vous faites un sketch qui ne plaît pas vraiment à la Caisse d'épargne. Oui, j'avais fait un sketch qui s'appelait Enculé de banquier. Oui, ça leur plaît pas. Il y en a certains qui ont dit que c'était un pléonasme. Oui. Et non, ça n'avait pas plu du tout. Mais honnêtement, je crois que tout était pas calculé, mais la vie parfois est bien faite et c'est que j'avais un peu envisagé ma porte de sortie et moi j'aime bien le côté un peu parfois autodestructeur et suicidaire des choses et je crois que je commençais à me tirer des balles dans le pied parce que j'ai dit si je le fais pas moi-même, j'ai l'impression que l'imposture va pas assez se voir, donc c'est moi qui vais quand même déclarer mon imposture. Oui, mais en même temps, ce sketch n'était pas
vraiment n'était pas très dur. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une histoire d'un type qui a une machine pour ne pas ronfler et qui veut s'acheter une machine à raclette. C'est ça. On lui fait passer un test à l'effort pour s'acheter une machine à... En fait, il y a un côté un peu Jacques Tati, vous savez. Il y a cette espèce de parodie de la société moderne. Le mec, il veut s'acheter un appareil à raclette pour qu'il soit encore plus gros, et on lui fait passer un test à l'effort pour savoir s'il peut s'acheter un appareil à raclette pour être encore plus gros. Il y a du Pierre Dac là-dedans. Et donc, j'insultais pas évidemment la caisse d'épargne, j'insultais le banquier en général qui représentait l'institution qui me faisait faire ce test à l'effort. Et je crois très sincèrement qu'eux étaient très contents de se débarrasser de moi, et moi j'étais très content qu'on se débarrasse de moi. Oui, votre femme vous avez prévenu, ça va te coûter ta place. Elle le savait, elle m'avait demandé de m'enlever les vidéos avant, etc. Et je l'ai pas fait. Vous savez, il y a des choses où on se dit, je sais pourquoi je le fais pas, vers le mektoub, comme on dit. Voilà, vous avez fait beaucoup d'autres choses ensuite et ça vous a bien arrangé. Et on va continuer à parler de votre parcours à travers une autre date, le 13 juin 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Jason Chicandier, ou plutôt Chicandier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Chicandier. Nous parlerons tout à l'heure des miscellanées de Chicandier, un livre étonnant chez Flammarion avec des vraies choses, des fausses choses et beaucoup d'humour. Donc on a raconté vos débuts assez catastrophiques dans le notariat. Donc vous changez complètement de métier et j'ai trouvé une date, le 13 juin 2019. D'après les archives, c'est votre première télé, une émission qui s'appelle Vous êtes formidable, où vous expliquez pendant quelques minutes qu'il faut se débarrasser des fêtes de l'école. Oui. Oui, alors ils ont pris une vidéo que j'avais faite où effectivement je disais, il y a une phrase de Pompidou que j'adore qui dit « Arrêtez de faire chier les Français ». Et je disais, les parents d'élèves, nous on a déjà des années compliquées et les fêtes de l'école c'est un calvaire. C'est-à-dire qu'on se retrouve trop nombreux avec des spectacles en enfilade où évidemment notre gamin il passe toujours le dernier, c'est-à-dire qu'on se tape 1h30 de show immonde avant pour avoir notre gamin avec du PQ autour des bras, qui chante dans une marguerite avec d'autres qui chialent, et c'est un petit pouce qui bouge. Et donc j'ai dit, c'est trop pour nous, arrêtez de nous faire chier, on vous a rien fait, nous ce qu'on voudrait c'est juste partir en week-end. Et cette vidéo est passée à la télévision, c'est votre première vidéo, ça a été étonnant d'ailleurs les réactions. Ouais, tout à fait. Ah, je suis pas très ami avec les maîtresses et les maîtres de ma fille généralement. Alors il se trouve que cette émission s'appelait Vous êtes formidable, oui. Et que ce titre est aussi celui de la première émission caritative de la radio. Pierre Bellemare l'a lancé en 56, qui a vu un éboulement dans une mine en Belgique. Ensuite, il y a eu le barrage de Malpasset à Fréjus. Et ça a été la première fois qu'on demandait de l'argent aux auditeurs pour soutenir une cause. D'accord. Alors, vous aviez une autre bête noire aussi à cette époque-là. Elle est liée à ce film et à ce générique. Dreams are my reality, the only kind of... Je ne sais pas si vous le savez, mais ce film La Boum, Sophie Marceau est venue par hasard. Elle était là pour autre chose. Elle a fait le casting. Et elle est accompagnée d'une copine. Voilà, exactement. Et elle s'appelait Sophie Maupu à l'époque. Oui. Elle a ouvert, je crois, un plan de métro. Elle a tapé, c'est devenu Marceau, Alma Marceau. Ouais. Alors c'est vrai que les booms, vous avez adoré ça quand vous étiez enfant, mais ça a également été votre cauchemar, Chicandier. C'est-à-dire que moi, j'avais pas vraiment un physique dans ces années-là. C'est soit vous êtes beau, soit vous n'êtes pas beau. Oui, il n'y a pas d'autre solution. Ah, il n'y a pas d'autre solution. Moi, j'étais petit. Alors, j'avais un visage plutôt pas mal, mais j'étais déjà bien rondouillard. Vous rêviez d'être Jim Morrison à l'époque? Ah, moi, je rêvais d'être Jim Morrison, bien sûr. Il était grand, il était beau, il était charismatique. Ouais, sauf qu'il n'est pas mort, non, comme on l'a dit. Il est mort à 27 ans, le pauvre homme. Mais pas dans la baignoire de l'hôtel Georges V, ou comme on l'a dit. Non, il est pas mort dans sa baignoire, effectivement, dans l'appartement que louait d'ailleurs la femme de Jacques Demy, Agnès Varda, oui. Que sous-louait, et il est mort dans effectivement d'une overdose, d'ailleurs ça s'est avéré, dans une boîte qui s'appelait le Whisky à Gogo. Non, c'était le Rock'n'Roll Circus. Pas du tout. C'était entre les deux. C'était le Bus Palladium. Le Bus Palladium, voilà. Et le Rock'n'Roll Circus qui correspondaient à les Exactement. Deux. On est d'accord. Et tout à fait. Et moi j'étais petit, j'étais gros, et je sortais avec personne, mais j'animais les
les booms. Et après, une fois que j'avais bien animé la boom, on me disait merci, tu peux y aller. Voilà. Le problème, c'était que votre mère nous faisait porter que des Bermudas chicandiers. Ouais, quand j'étais petit, je sais pas, elle avait un truc. Bon, cela dit, le pantalon m'allait pas très bien, mais mon premier pantalon, je l'ai acheté chez Badaboum, rue de la Ville, devant Aurélie Jay qui m'a regardé. J'étais rouge de honte et je devais être en 5e. C'est pas très grave, mais je portais que des Bermudas jusqu'en 5e, ouais. Voilà. Et puis vous aviez un pull de ski, je crois, pour dissimuler ces Bermudas. Oui, c'est totalement vrai. Je dissimulais mes formes, mes convoyais. Et donc, c'est quand il y avait des booms au mois de juillet, je transpirais à grosses gouttes pour essayer de cacher mon gros cul. Voilà. Et en même temps, vous dansiez comme un fou, donc vous étiez... Ah bah oui, parce que c'est moi qui animais les booms. Alors moi, j'animais les booms, je faisais en sorte que tout le monde danse. Et quand tout le monde sortait ensemble, l'homme disait... Allez, salut, j'avais l'impression d'être le super Mario Bros des booms. Surtout que vous étiez amoureux d'une grande brune et d'une grande blonde. De Frédéric Robert et d'Aurélie Jay, tout à fait. Qui faisait beaucoup plus grande que vous. Et vous. Que j'ai revu Aurélie Jay, j'ai revu Frédéric Robert, elles sont toujours aussi belles. Ouais. Elles sont restées des très très belles quarantenaires et je les ai revues, j'ai dit, bah écoutez, j'avais bien fait d'être amoureux de vous parce que vraiment vous êtes restés magnifiques. Moi je me souviens d'avoir interviewé Claudia Schiffer. Ouais. Elle est tellement grande que j'ai eu l'impression d'interviewer son nombril. C'est assez particulier. C'est pas faux. Alors, il y avait aussi ce quart d'heure américain qui était un cauchemar pour vous, chicandier. C'est un cauchemar pour les petits gros, c'est un cauchemar pour les gens pas beaux. Moi j'avais deux copains, c'était Albert Birinzik et Thomas Michelou. Alors eux, les quarts d'heure américains, il y avait toutes les filles qui se précipitaient et nous on faisait tapisserie. Voilà, on faisait tapisserie. Alors pendant ce temps-là, on mangeait des bonbons, des chamallows, des pépitos, des Twix. Et vous aimeriez aujourd'hui faire des booms, je crois. Ouais, j'aime bien parce que je remarque qu'on est tous un peu nostalgiques. Alors il y a ce côté, à un moment j'ai voulu réorganiser des booms. J'ai dit bon, on va faire un truc de vieux. Je veux mettre du Fanta, du Coca, du machin, et puis on va faire des booms de vieux. Et j'ai pas dit mon dernier mot parce que je trouve c'est rigolo. En tout cas, ce qui est étonnant dans vos sketchs, c'est qu'il y a toujours une part d'observation de la société que vous évoquez à travers l'humour, chicandier. Oui, il y a toujours un côté un tout petit peu, moi j'appelle ça la sociologie de comptoir, c'est-à-dire je me prends pas pour ce que je suis pas, mais c'est de la sociologie de comptoir. Vous observez des choses, je vous parle avec des gens, il y en a qui disent je regrette ça, je regrette ci, les analyses à la petite semaine de comptoir. Moi j'adore les bistrots, donc j'observe et après j'essaye à ma modeste façon de retranscrire cela. Oui, ça a toujours été votre cas ou ça a évolué au fil des années? Ça a toujours été le cas. Moi, j'ai toujours essayé de prendre les choses que je voyais avec du recul. Je me souviens, mon copain Sylvain me disait toujours, c'est marrant parce que même quand il t'arrive des drames, tu prends toujours le côté rigolo de la chose, ou en tout cas, t'essayes d'en tirer un truc rigolo. Les bistrots, moi je me souviens de Jean-Marie Gouriot qui avait écrit ses brèves de comptoir. Ouais. Donc il allait du matin au soir dans les bistrots, il prenait un verre, etc. C'est qu'à la fin de la journée, il n'arrivait pas à relire ce qu'il avait écrit. Moi je suis un fan d'Antoine Blondin. Oui. Et Antoine Blondin, c'était exactement ça. Et à la fin, Antoine Blondin, il était tellement ivre qu'il est devenu malheureusement le mauvais personnage de bistrot qu'il décrivait au début. Oui, en fait, il a écrit 5 romans, dont Monsieur Jadis. J'adore Monsieur Jadis. Un chef-d'œuvre. Un Saint-Jean-Hiver qui est devenu un film. Évidemment. Et moi, je me souviens de lui. En fait, il m'avait expliqué un jour qu'il ne pourrait pas rentrer à l'Académie française parce qu'il y avait 42 bistrots entre chez lui et l'Académie française. Il avait organisé un marathon des leveurs de coude où on tournait dans Saint-Germain-des-Prés, déguisé. Il fallait s'arrêter dans chaque bistrot et boire un coup. Et puis, il y avait son mariage. J'ai été à son mariage. Non, vous avez été au mariage d'Antoine Blondin? Oui, qui était à l'église Saint-Germain-des-Prés. Respect absolu. Et il se trouve qu'il a tellement bu, ils ont fait tous les bistrots l'après-midi, que le soir, il est arrivé à 1h du matin chez Castel et qu'on l'a laissé rentrer tellement il était bourré, alors que Jean Gastel était son copain. C'est une phrase de Georges Best, vous savez, le footballeur magnifique, qui disait: j'ai acheté une maison au bord de la plage, entre ma maison et la plage, il y avait un bistrot, malheureusement, j'ai jamais vu la plage. Alors, tous ces sketchs aussi sont nés quelquefois dans la voiture, chicandier. Oui. Alors pour une raison très simple, c'est que pendant notamment le confinement, j'étais avec ma femme, ma fille. Puis alors ma femme c'est une méditerranéenne et ma fille aussi. Et donc elles passent leur temps à beugler. Je les adore, hein, mais elles peuvent pas. Moi je suis au téléphone, elles parlent pendant que je parle, etc., etc. Et donc le seul moment où j'essayais d'avoir un peu de repos, c'était dans ma voiture. Et j'ai dit je constitue mon QG dans la voiture. Et c'était le seul endroit où je pouvais
parler normalement, passer mes coups de fil, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes vidéos. Et en plus, je me suis rendu compte que en caisse de résonance, pour que le son soit pas mal, c'était plutôt pas bien la voiture. À propos de Méditerranée, je crois que vos plus belles vacances d'enfance, c'est chez vos grands-parents dans le Midi. Ouais, c'est mes plus belles histoires de vie. J'avais des grands-parents qui étaient à Sainte-Maxime, qui avaient une maison, d'ailleurs, on partageait avec Philippe Lelouch parce que sa maison, elle était à peu près à 400 mètres de la mienne. Et c'était avec la vue sur le golfe de Saint-Tropez. Et c'était une petite bicoque, sans prétention, une petite maison entre quatre murs avec un peu de terre autour et un barbecue. Et j'ai passé mes plus belles vacances de toute ma vie là-bas. Et vous preniez un petit bateau pour aller chercher les croissants. Alors et les ça, beignets. c'était chez mes autres grands-parents. J'ai une enfance difficile. Les autres, ils étaient à Port-Grimaud. Et à Port-Grimaud, effectivement, avec mon frère, c'était notre moment de liberté. On prenait le Zodiac et on allait chercher les croissants, les beignets, etc. à Port-Grimaud. C'était vraiment les premières sensations de liberté que j'ai jamais eues dans ma vie. Et vous aviez l'impression d'être Indiana Jones. Ah ouais, complètement. Moi et mon grand frère, c'était tout pour moi à l'époque. Il avait 12 ans, il savait piloter un Zodiac. Moi, j'étais à l'arrière. C'est des grands moments d'émotion. Vous savez qu'Indiana Jones est né parce que George Lucas et Steven Spielberg étaient sur une plage. On vu l'homme de Rio déjà. Non, oui, bien sûr, mais surtout, Lucas rêvait de faire une histoire d'aventurier et Spielberg une histoire de James Bond. Et ils ont mélangé les deux pour faire Indiana Jones. Indiana Jones. Et quand ils ont vu l'homme de Rio, ils se sont dit, parce que c'est vrai que Bébel a inspiré Indiana Jones. Voilà, et vous, ce sont d'autres choses qui vous ont inspiré. Et on va évoquer votre carrière avec une autre date, le 4 mai 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Chicandier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Chicandier, les miscellanées de Chicandier chez Flammarion, on en parle tout à l'heure, un livre étonnant, mais on en revient à votre parcours. On a donc vu vos débuts assez étonnants grâce à des sketchs que personne n'attendait, après une vie de notaire assez particulière. Et j'ai trouvé une date le 4 mai 2019, du 4 au 8 mai, les Joses au point-virgule. Ah oui, alors là la vraie date c'est le 21 mars. Oui, mais là il y a une reprise le 4 mai. Oui, mais c'était la deuxième fois. Ouais. La première fois qu'on a joué, en fait, ce qui était dingue, c'est qu'on avait fait un spectacle avec Mathias Canariato, qui est mon frère, avec qui on a joué à Saint-Étienne. Grâce à Alex Lutz, avec qui j'étais un peu copain, et surtout son metteur en scène qui s'appelle Tom Dingler, oui, le fils de Cookie Dingler. Le fils de Cookie Dingler. Ils nous ont une date au Grand Point Virgule, ce qui est fou, c'est n'importe quoi. Et c'est le 21 mars 2019. C'est d'ailleurs ce jour-là que j'estime que je suis passé professionnel dans ce métier. Et ça a changé ma vie en fait. On a joué au Grand Point Virgule. Et après, il se trouve que entre temps j'avais fait la vidéo Bleu Métal et on remplissait en 24 heures d'une salle de 430 personnes. On arrivait, on me posait une date, c'était rempli. On posait une date, c'était rempli. On posait une date, c'était rempli. C'était fou. On a rempli comme ça jusqu'à effectivement fin mai 2019. Par le bouche à oreille ou par les Facebook? Non, par la puissance d'Internet. Alors, il se trouve que tout a commencé par un groupe de discussion stéphanois qui s'appelait la Joserie, je crois. Totalement. Ouais, bravo, on vient renseigner. C'est totalement ça. C'était un groupe Facebook qui était à la base un groupe, vous savez, où on réunissait le meilleur d'internet, ou en tout cas le plus stupide, ou ce qui nous faisait le plus rire. Et il y avait un petit côté harakiri, professeur Choron, etc. Et ils sont venus nous chercher avec Matou et moi. Matou et moi, on faisait chacun notre tour des petites chroniques. Et j'ai fait ma première vidéo dans les Joses avec Monseigneur Michou. À Montmartre, et c'est la première vidéo que j'ai postée, c'est avec Michou sur le site des Joses. Vous l'avez croisé à Montmartre et il avait bien sûr répondu à vos questions. Adorable. Et d'ailleurs j'ai fait récemment, je suis monté sur le cabaret et j'ai fait un show transformé chez Michou. Voilà, la boucle était bouclée. 60 ans de carrière. En fait, il a commencé, il avait cette discothèque, il savait pas quoi en faire. Totalement. Il en part à son teinturier, qui s'appelait Lucien, et ensemble, ils ont monté le premier spectacle de travesti qui, au départ, n'intéressait personne. Le bouche à oreille a fait que ça a été plein pendant 60 ans, 7 jours sur 7. Ouais. C'était un personnage étonnant, d'une gentillesse. Il avait un appartement à côté à Montmartre où il recevait toutes les plus grandes stars. Exact. Et je regrette de ne pas y être allé parce que à l'époque, moi, j'étais pas du tout dans le showbiz, mais j'ai passé des dimanches matins avec Michou parce qu'on a fait une vidéo, puis on en a refait une deuxième, et on buvait le petit blanc le dimanche matin avec l'accordéon, toute l'équipe de chez Michou.
Et ils étaient pas tristes. Et moi, je me suis retrouvé chez Michou, dans son appartement, à dîner avec Lorraine Bacall, Claudette Colbert et Alice Sapritch. Ah bah, Alice Sapritch en faisait des tonnes. Et Claudette Colbert, qui était une comédienne française qui a réussi aux États-Unis, la meilleure amie de Ronald Reagan, demande à Alice Sapritch, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et elle répond, mais moi, madame, je suis comédienne. Et Claudette Colbert a cette réponse, ah, je ne savais pas, je suis parti en France il y a tellement longtemps. Oh là là. Donc ça a été une catastrophe. Oui, bien sûr. Et il n'y avait pas Thierry Leluron? Non, il n'était pas là. Il n'était pas là. Mais il imitait très bien Alice Sapritch. Évidemment. Alors donc, il se trouve que ce groupe fait des petits flashs, sur Internet, et que vous entrez là-dedans, et vous allez tout changer en arrivant. Vous allez faire évoluer. Oui. En fait, comme c'est un groupe de reprises de choses qui existaient sur Internet, nous on a fait de la nouveauté, du contenu nouveau, et les gens ont bien aimé ça. Et puis petit à petit, c'est vrai que les gens ont commencé à dire, c'est qui ce Chicandier, c'est qui ce Chicandier, c'est qui ce Chicandier. Et Chicandier, j'ai un peu absorbé la joserie. C'est pour ça qu'à un moment donné, je leur ai dit, je prends tellement de place qu'il faut que je parte. Ça s'appelait, je crois, les beaufreries, les beaufries. Parce que vous avez un côté beauf dans les textes. Ah bah oui, il y avait la joserie, il y avait la beaufrie, il y avait les joses, il y avait, et après surtout j'ai créé mon site qui s'appelait Jason Chicandier, et j'ai dit il faut que les joses puissent vivre et que Chicandier puisse vivre, parce qu'à un moment donné il y a un côté parasitage, et je trouvais que je prenais trop de place, donc il fallait que je fasse mon truc à moi. Oui, voilà. Alors votre truc à vous, à la salle Jeanne d'Arc, je crois que ça a été écrit la veille des répétitions, ou la veille de la première. Ça a été écrit 2 semaines avant, et on l'a répété la veille, oui. Et c'était on aurait dit, la troupe du Splendide qui aurait bouffé des acides. Oui. D'ailleurs, à l'époque, Tom Dingler a dit c'est pas professionnel. Ah non, il est venu, il a dit c'est tellement dingue que d'un côté c'est fou déjà d'avoir l'idée de monter sur scène, mais ça lui a plu dans l'espèce de mouvement punk qui allait avec. Voilà. Alors vous aviez à l'époque ces pages, je crois qu'il y avait régulièrement la page ouverte, la page fermée. Ah ben oui, les jauges ça fermait, ça, parce que à l'époque déjà il y avait une politique Facebook qui était un petit peu serrée, et forcément il y avait les pages de secours, les pages de sur-secours, etc. Et oui, on n'arrêtait pas de fermer. On est monté à 45 000 avec les jauges, et c'est vrai que c'était compliqué parce que du jour au lendemain, vous avez une personne, et c'est dur parce que vous y mettez du temps, du cœur, du talent, si tant est qu'on en a, mais ouais, c'était dur. Et Chicandier, vous avez découvert Facebook, mais ça a changé votre vie quand vous l'avez découvert. Moi, quand parfois on me dit, moi je suis très pote avec Laurent Gérard comme vous, oui. Et Laurent Gérard appelle les réseaux sociaux les réseaux de cas sociaux. Il a pas tort, mais dans le sens où nous de notre génération, moi j'étais pas capable de. Moi j'étais à l'époque clerc de notaire, puis j'étais juriste, puis je bossais en entreprise. Moi quand Facebook est arrivé, j'ai vu une grande tribune pour expliquer toute la merde que j'avais dans la tronche, et donc j'ai adoré ça. Là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'évidemment il y a beaucoup de dérives, au même titre que quand il y a eu l'apparition de la voiture, en 1900, vous prenez des voitures, les gens ils se fonçaient dessus, il n'y avait pas de code de la route, etc. Il faudrait peut-être créer un peu plus de code de la route, un peu plus de code des réseaux sociaux, et peut-être éviter cette haine et cette dérive qu'il peut y avoir. Mais en tout cas, moi, quand j'ai vu ça, il y avait une grande tribune libre offerte, et ça faisait 25 ans que j'avais de la merde dans la tête. J'ai dit, mais c'est génial, j'ai ma tribune. Et vous l'avez, et il y a même eu, je crois, des faux comptes Chicandier sur TikTok. Ah oui, après il y en a plein. Après, mais bon, après c'est la rançon de la gloire, c'était la rançon du succès. Je me plains pas. Mais c'est pour ça qu'il y a des pastilles. Alors moi, je suis pas sur TikTok, honnêtement. Je crois que c'est ma dernière limite, TikTok. Je n'y suis pas. Vous êtes assez top pour moi. Ouais, je suis assez. Non, mais c'est bon. Voilà, je m'en arrête là. Donc j'ai Facebook, Instagram. Je me suis fait virer de LinkedIn. Ah bon? Ouais, parce que j'ai fait une vidéo magnifique d'ailleurs, qui était un hommage un film de Marco Ferreri, La Grande Bouffe, oui. Où je fais une grande raclette géante avec que des mecs qui à la fin ils sont tellement torchés qu'ils tombent par terre, et le premier qui s'écroule se fait enculer par les autres. Ah, ça fait plaisir. Ah, oui. Ouais. Et je sais pas pourquoi LinkedIn a pas du tout apprécié cet humour. L'un de vos premiers spectacles, ça s'appelait Un jour sans fin, FAIM. Oui, tout à fait. Ça, c'est avec Matou, justement. Ouais. Et il y a une chanson qui symbolise votre amour de la bonne chair. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Patrick Topalov. Merci, petit. Patrick Topalov, qui aurait été très content de vous connaître. Ah, Patrick Topalov, bien sûr. Moi, c'est mes grands-parents. J'écoutais Patrick Topalov avec mes grands-parents. Il a fait un coup invraisemblable un jour, en 64, il est à Europe 1. Il annonce ce soir, j'aurai Paul McCartney au micro.
Non. Toute la direction est là devant le micro et il y a un type qui arrive, il commence à parler en arabe. C'était un canular. Ça a failli le faire virer. Mais, oui, non, mais c'est génial. C'est génial. C'est tout ce qu'on aime. Exactement. C'est tout ce qu'on aime. Alors, finalement, vous auriez pu jouer Gargantua. Ouais, bah oui. Bah déjà Rabelais, lyonnais. Oui. François Rabelais. Et oui, Gargantua, parce que Gargantua, c'est ce que je dis souvent, c'est pas que la bouffe, c'est le gai savoir aussi, Rabelais. Il y a une sorte de côté monstrueux à avaler et la bouffe, et la culture, et la science, et les gens, et les hommes, et la sociologie, et tout ça. C'est ça Gargantua, c'est pas que la bouffe. Voilà. Et Jean-Louis Barrault ne s'y est pas trompé puisqu'il a monté un spectacle sur Rabelais à l'Élysée-Montmartre, qui était à l'époque un lieu de catch, et qui est devenu une salle de concert aujourd'hui. Tout à fait. Alors, il se trouve que bon, vous avez commencé par le champagne, je crois, quand vous aviez 14 ans, Chicandier. Oh, punaise, vous êtes fort. Ouais. J'ai dans la chambre de mon frère. C'est la première fois que j'ai bu tout seul. Oui. Et j'ai mis le double album de Gainsbourg et qui je trouvais était un accompagnateur magnifique de mes premières cuites solo. Et j'ai bu une bouteille de champagne entre midi et 2. Et je trouvais que c'était extraordinaire d'écouter Gainsbourg et de commencer à voir les premières volutes de l'alcoolisme. Ouais. Et après, ben, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Ah bah à 14 ans, je suis tombé dedans. Je dis souvent, c'est comme les Indiens avec l'eau de feu. J'ai aimé ça tout de suite. J'ai trouvé ça extraordinaire. En plus, à l'époque, moi j'ai une famille dysfonctionnelle. J'ai une famille à la Bergman un peu totalement éclatée. Donc l'alcool est devenu mon père, ma mère, tour à tour, mon frère, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Voilà. Et vous avez créé sur les réseaux sociaux, sur Internet, l'addiction, s'il vous plaît, Ouais. qui est un chef-d'œuvre. Ah, c'est gentil de le dire. Car c'est un principe de télévision comme on ne peut pas l'imaginer aujourd'hui sur le service public. Non, c'est gentil. Quand je l'ai dit, et honnêtement, je suis pas très vantard d'habitude, et même j'ai plutôt tendance avec le temps à me mettre des coups dans la tronche. Mais je trouvais que l'addiction, si je devais dire que j'avais fait un truc pas mal dans ma vie, c'est ça, parce que effectivement, je rends hommage, je rends à César ce qui appartient à César. Poulpe avait fait les recettes pompettes et que j'avais trouvé extraordinaire, qui était une émission canadienne qu'il avait prise, que Canal+ avait pris de l'émission canadienne, et je trouvais qu'effectivement In Vino Veritas, et prendre des gens, les faire manger dans un bel endroit, discuter et puis commencer à picoler un peu, ça donnait en fait une acuité, un sens aux choses qui était différent, et j'ai adoré cette émission. Oui, en même temps, vous buviez beaucoup et vous invitez aussi. Ah, on sait, mais tabasser la gueule. Je peux pas dire l'inverse. C'est qu'il y avait, en 1936, Mireille et Jean Noin font une émission au Poste parisien. Mireille du Petit Conservateur, on est d'accord. On est d'accord. Et ils font une émission, ils invitent au Fouquet's l'invité à déjeuner avant, ce qui fait qu'après, le déjeuner et les bons vins, ils ont toutes les confidences. Ils avaient déjà compris le truc. Bah, bien sûr, évidemment. Malheureusement, bon, vous avez un peu abusé, ça s'est mal terminé. Oui, mais moi, vous savez, je suis libertaire et absolument pas hygiéniste. Et donc, moi, j'ai juste expliqué que j'ai eu des problèmes de santé. Je ne parle jamais, je ne fais pas de, comment dire, je n'explique pas aux gens ce qu'ils doivent boire, ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils doivent fumer, ce qu'ils doivent vivre. Ils font ce qu'ils veulent, et voilà. Il y a des gens qui le font très bien. Moi, je suis pas coach en vie. J'ai juste expliqué que moi, j'ai eu des problèmes de santé. Point. Ça commence là, ça s'arrête là. Voilà. Et en revanche, vous êtes resté dans le vin, mais uniquement comme vigneron aujourd'hui. Oui, alors plus parce que il se trouve que mes vins, bon bah voilà, petit à petit, quand vous expliquez que vous buvez plus d'alcool, ou en tout cas, moi je bois encore un petit peu, mais de moi, façon. Je bois vos paroles uniquement. Voilà, c'est gentil, mais je bois un peu de vin, mais quand vous expliquez aux gens que vous buvez plus, enfin, ou en tout cas nettement moins, et que vous êtes plus là-dedans, il y a un côté. Je trouve malhonnête à vendre du vin alors qu'on n'en boit plus tellement soi-même, donc on a arrêté, quoi. Voilà. Mais vous, ça vous manque pas? Ça me manque pas, ça me manque énormément. C'est exactement la phrase de Gabin, s'il devait me manquer quelque chose, ce ne serait pas le vin, mais ce serait l'ivresse. Bien sûr, l'ivresse, c'est extraordinaire, l'ivresse. Mais là, vous avez l'ivresse des mots, ouais. Et vous le racontez dans un livre qui est un grand cru et qu'on va évoquer à travers une autre date, la date de sa sortie, le 22 mai 2024.
À tout de suite sur Sud Radio avec Chicandier. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Chicandier. On a évoqué votre parcours parfois alcoolisé, avec vos sketchs, avec Facebook. Et aujourd'hui, c'est le 22 mai 2024, il y a quelques jours plutôt, sous le vrai nom, Jason Chicandier, donc pas seulement Chicandier, vous publiez les miscellanées de Chicandier chez Flammarion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les miscellanées et pourquoi ce livre ? Alors, les miscellanées, c'est parce que les miscellanées, ça veut dire grosso modo un recueil de textes éparses. On pourrait appeler ça le saviez-vous. Il y avait à l'époque les miscellanées de Monsieur Schott, qui étaient sortis comme ça il y a une trentaine d'années, que tout le monde avait et lisait dans ses lieux d'aisance, comme on va dire. Et on m'a proposé plein de fois des éditeurs de parler de ma vie. J'ai dit, mais il y a une phrase de Guy Bedos à Thierry Ardisson que j'ai adoré. Thierry Ardisson dit à Guy Bedos est-ce que tu as lu mon livre? Et Guy Bedos lui a répondu, j'ai pas fini Balzac, ça doit pouvoir attendre. Oui. Voilà. Donc moi j'aime bien ne pas me prendre pour ce que je suis pas. Je ne suis pas un auteur, je ne suis pas un écrivain. Peut-être avec le temps, avec beaucoup de passion et moi je suis un fan de Louis-Ferdinand Céline, de Proust, de Balzac. Donc j'aime la grande littérature et de Baudelaire évidemment. Et quand on m'a proposé d'écrire mes mémoires au Mali, j'ai dit mais vous êtes malades mentaux. En revanche, quand on est venu me voir en me disant bah tiens on fait des miscellanées, ça j'ai dit ça m'intéresse parce que c'est des le saviez-vous, des petits recueils comme ça à droite à gauche épars qu'on lit un peu sur les toilettes et je trouvais que c'était sans prétention, donc ça m'allait bien. Voilà. Et vous employez des mots qu'on n'emploie plus, miscellanées et etc. C'est rarissime aussi ce genre de choses aujourd'hui. Vous n'êtes pas dans votre siècle. Et je crois qu'en fait il en faut pour tout le monde. Il y a plein de gens qui adorent. Moi j'ai des gamins de 20 ans qui me tuent en ayant une culture littéraire et cinématographique. Il y a un petit gamin qui s'appelle Romain qui est venu me voir la dernière fois, il connaissait tous les dialogues d'Audiard, tous les Frédéric Dard, tous les bouquins de Céline. J'étais stupéfait et le gamin il avait 20 ans. Alors qu'il y a à 60 ans, il y en a c'est des gros bœufs qui regardent la télé-réalité. Hein. Oui, et moi je me souviens de Michel Audiard, très malheureux de son vivant, que j'interviewais régulièrement, enfin quand je le trouvais parce qu'il se cachait tout le temps et il mentait. Et il disait les critiques me démolissent, c'est pas normal, mais je serai connu après ma mort. Et je me souviens d'une projection des Tontons Flingueurs pour la sortie du DVD. Il y avait que des jeunes et ils connaissaient toutes les répliques. Bien sûr, les Tontons Flingueurs, c'est devenu culte bien après les Tontons Flingueurs. D'ailleurs, il y a une chose dans votre livre qui est totalement fausse, pardon de vous le dire. Oui. Vous dites que dans la scène de la cuisine, ils ne boivent que de l'eau. C'est pas vrai. Ils buvaient de la tisane, sauf Jean Lefebvre, à qui Francis Blanche avait fait discrètement verser un verre d'une gnôle épouvantable, et il a vraiment fait la grimace. Non, mais alors, quand je dis ils buvaient que de l'eau, ça veut dire qu'ils n'étaient pas alcoolisés. Voilà, ils n'étaient pas alcoolisés. Mais Jean Lefebvre aussi. Mais Jean Lefebvre, il était connu même pour être très alcoolisé sur scène. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'acteurs qui s'en plaignaient, mais et comme il y a Decaux Garcia aussi, quand il y a Frédéric Dard qui est là et qui dit il joue le vrai parce que Decaux il a mis de la gnôle dans le verre de José Garcia. Voilà. Mais ce que je veux dire c'est qu'ils n'étaient pas alcoolisés quand ils ont fait la scène. Alors j'en reviens à ce livre, Les miscellanées de Chicandier. Vous dites que c'est un livre pour briller en société sans se prendre pour un autre. Oui, mais j'aime bien ça. Pour briller en société, ça veut dire oui, est-ce que vous saviez que, et puis ça veut pas dire qu'on est un scientifique, ça veut juste dire non, bien d'accord, je découvre, et puis ça peut relancer une discussion qui relance une autre discussion, c'est par itération. C'est-à-dire que ce livre c'est une suite de textes et de pensées. Alors il y a des textes vrais, des textes faux. Ouais, j'aime bien. Il y avait un livre que j'adorais, moi je suis fan des nuls évidemment, ils avaient fait Les Nuls, le livre. Oui. Et il y avait des vraies citations, des fausses citations, des faux dialogues, des faux repères, etc. Et je trouvais, donc j'ai mélangé un peu les miscellanées de Monsieur Schott et Les Nuls, le livre. D'abord, vous avez trouvé ces éléments vrais que vous aviez précieusement conservés ou qui faisaient partie de votre culture? Ça faisait partie de ma culture. Ma femme, ma femme qui est très scolaire, elle m'a enfermé pendant 15 jours dans mon bureau. Et à 9h du matin, j'allais au bureau et je ressortais à 20h. Et je bossais et par justement itération, par une pensée qui suit une autre pensée, qui suit une autre pensée, qui suit une autre pensée, qui suit une autre pensée. Et petit à petit, vous arrivez comme ça à des anecdotes. Et puis parfois, je pensais à des anecdotes vraies, fausses, des fausses citations, etc. Les citations, il y en a des vraies. Oui.
Et parce que ça fait partie, Jacques Martin, par exemple, que vous citez, Ouais. ça fait partie des gens que vous affectionnez? Oui, parce que Les Lyonnais. on a pour ami commun Laurent Gérard, on l'a dit tout à l'heure, et c'est celui qui a fait découvrir Laurent Gérard. Et j'adore la phrase de Jacques Martin quand Laurent Gérard va pour lui servir un verre de vin et qui dit non merci, je tiens à mourir en bonne santé. Et il se trouve aussi que vous évoquez Molière, et vous dites que c'est le premier influenceur de l'histoire. Des cimetières. Oui. Bien sûr, parce que c'est vrai qu'avec mon ami Matou Khan, on va visiter le Père Lachaise, on allait sur la tombe de Jim Morrison, qui est mon idole absolue, et on va sur la tombe de Molière, et c'est vrai que la tombe de Molière est un peu particulière, et je dis mais c'est bizarre cette tombe, et donc après renseignement, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment sa tombe, c'est pas sa sépulture, et qu'il a eu 2 fois, il a été en fait enterré la nuit, comme l'étaient les prostituées, et comme l'étaient les délinquants, et qu'en fait c'est Madame Béjart, qui était son amante, qui a demandé à un moment donné à ce qu'il ait une vraie sépulture. Et quand ils ont fait le cimetière du Père Lachaise, ils ont demandé à ce que Molière vienne sur le cimetière du Père Lachaise pour faire venir d'autres célébrités. Voilà. Alors, quelqu'un qui n'est pas célèbre mais que vous citez, parce qu'il a un record, c'est un certain James Hong, qui a tourné au cinéma. Le plus grand, c'est le plus grand acteur qui a tourné dans le plus grand nombre de films de toute l'histoire du cinéma, qui est un acteur américano-asiatique qu'on voit dans des milliers de films. Premier rôle, deuxième rôle, troisième rôle, des films hongkongais, des séries. Je ne sais pas combien de fois il était dans La Croisière s'amuse, des séries, etc. Et si vous allez voir son visage, vous direz mais je l'ai vu, mais voilà, c'est un des acteurs qui est le plus tourné sur la planète. Alors quand vous dites que vous ne parlez pas de vous, c'est faux puisque vous évoquez votre parrain Pierre Gagnère. Oui, parfois je donne des anecdotes personnelles, très peu, mais Pierre Gagnère, en fait, j'ai eu la chance de vivre dans ses cuisines quand j'étais gamin, puisque son fils Félix était mon meilleur ami, et que quand je me suis baptisé, j'ai choisi comme parrain Pierre Gagnère, avec qui j'ai une relation très particulière, c'est-à-dire très forte, et Pierre, qui est mon guide souvent et spirituel, et dans cette profession, il m'a jamais aidé, parce qu'il m'a toujours dit, je veux que tu réussisses tout seul, mais maintenant que je commence un tout petit peu à réussir, il me dit, bah écoute, il m'envoie un petit message, il fait fier de toi gamin. Moi, je me souviens de lui l'avoir croisé à Beaumanière, où il était dans le 30e dessous, parce que ce restaurant venait de fermer, le premier. Et Jean-André Charial, le patron, a été le seul à le soutenir à cette époque-là. Ok, donc on est en 98, un truc comme ça. Exactement. Et puis, alors, vous évoquez Jacques Villeray, qui disait lui-même, un soir, c'est la salle qui est bourrée, le lendemain, c'est moi. C'est vrai que lui aussi, c'est un génie. Il y a une lettre qu'il a écrite à sa femme, et où sa femme lui demande de choisir entre elle et l'alcool, et il répond qu'il choisit l'alcool. Elle est horrible, cette lettre, elle est déchirante, et il n'arrive pas à choisir entre sa famille et l'alcool, et il choisit quand même l'alcool. Oui, c'était assez dramatique. Il se battait, il dormait dans les poubelles, et effectivement, il y a une phrase de Dutronc extraordinaire, parce que il est, je sais plus, genre aux Galeries Lafayette à Paris, les flics arrivent et ils appellent Dutronc parce qu'ils savent qu'il est dans le coin pour essayer de raisonner le copain Villeray, et il hurle salope, 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 et deux qui disent à Dutronc, il dit mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous pouvez lui dire, et il dit honnêtement je sais pas si c'est vrai, je suis pas du quartier. Et moi je me souviens, il avait disparu d'un film, et par hasard je suis à Montmartre, je rentre dans un bar, et il était là depuis 3 jours. Alors j'avais le metteur en scène qui est venu le chercher. Oui, c'est et d'un autre côté, Weber dit sur le dîner de con qu'il était sobre du matin au soir, qu'il connaissait son texte par cœur, qu'il a jamais eu à le reprendre une seule fois. Il s'engueulait beaucoup avec l'ermite, jamais avec Villeray. C'était un personnage complexe, très intelligent, très paradoxal, comme beaucoup de génies alcooliques quelque part. Ça aurait été bien que l'alcool soit un peu moins présent, c'est sûr. Et dans ce livre, Les miscellanées de Chicandier, vous évoquez Jean-Yann, votre idole absolue, et notamment un livre qui s'appelle L'Apocalypse est pour demain. Ouais, c'est génial. C'est Thomas Canariato qui me l'a offert, que j'embrasse, et c'est génial. C'est un livre d'anticipation totalement fou. Tout le monde est dans sa bagnole. En fait, tout le monde est dans un embouteillage géant, donc on est obligé de résoudre tous les problèmes dans un embouteillage. Voilà, les problèmes conjugaux, les problèmes sexuels, les problèmes de rapport à l'éducation, le rapport au boulot, etc. Tout se passe dans un embouteillage. On se croirait aujourd'hui. Mais c'est totalement ce que Jean-Yann a voulu, Hidalgo l'a fait. Hélas.
Il se trouve aussi que vous ne connaissez peut-être pas La langouste ne passera pas de Jean-Yann, qui est une BD qu'il a fait avec Tito Topin, D'accord. qui est un chef-d'œuvre. Et dedans, il y a ce qu'il considère comme le jeu de mots, le meilleur de son histoire. Et on est dans un train et un passager demande au contrôleur on est loin de Vannes, et combien y a-t-il de gares? Et le contrôleur répond il y a 6 gares de là à Vannes. Et Jean-Yann citait ce jeu de mots comme l'un de ses préférés. Et c'est bien, j'aime bien. Et vous évoquez aussi souvent le professeur Choron, pour qui vous avez une affection. Ouais, bah oui, parce que c'était... Il y a le côté punk totalement, un art de droite. L'autre jour, ils ont passé une émission d'ailleurs magnifique sur France Télé avec Mireille Dumas sur le rapport père-fils ou père-fille. Et j'ai revu toutes les images du professeur Choron avec Michel Bernier. Et ça m'a rappelé un peu effectivement ce que je pourrais peut-être vivre avec ma fille un jour, qui est on peut être outrancier, dire beaucoup de bêtises, être peut-être un peu trop et pour autant être un papa parfois, je dirais pas autoritaire, mais en tout cas, moi je suis très respectueux des mots, très respectueux de la façon dont on parle, dont ma fille est élevée, etc. Donc c'est le paradoxe aussi des papas un peu fous, c'est que parfois ils sont très rigoristes. Pour votre culture personnelle, Harakiri, journal bête et méchant, Oui. le slogan est né au numéro 7 seulement, pas avant. Ok, d'accord. Voilà. Alors, il y a aussi beaucoup d'autres gens dont vous parlez dans ce film. Vous évoquez un dialogue entre Lino Ventura et Franck Dubosc. Ouais. Oui, Imaginaire, bien sûr. Parce que en fait, je sais pas pourquoi, je me suis imaginé Ventura qui a commencé dans le catch, qui était toujours en slip, hein, comme tous les catcheurs, et Franck Dubosc qui a quand même commencé avec Camping en slip, et en train de lui dire écoute, moi aussi j'ai commencé en slip, mon grand, c'est un passage obligatoire, mais à un moment donné, il va falloir mettre un fut. Donc je me suis imaginé le dialogue entre le papa qui dit à son fils à un moment donné, mets un falzar, mon grand. Je suis sûr qu'il aurait apprécié, et je suis sûr que vous auriez apprécié les pâtes que préparait Lino Ventura. Ah oui. Alors, il y a eu un match de pâtes en jour entre lui et Georges Brassens. Ouais. Et c'est Brassens qui a gagné après le lâcher de la fourchette au 15e plat. Ah d'accord, ok. Donc c'était vraiment des gens qui aussi aimaient bien manger. Bah, moi, ce que j'aimais chez Lino Ventura, c'est quelqu'un m'a raconté, il m'a dit, c'est Patrick Sébastien, qui m'a dit quand Lino Ventura faisait des pâtes, parce que Patrick Sébastien était invité à manger des pâtes chez Lino Ventura, et Ventura faisait les pâtes, et Patrick lui dit, mais toi tu manges pas avec nous? Il dit, mange. Voilà, exactement. Et on mangeait. Quand Lino dit mange, on mange. Voilà. Et d'ailleurs, quand il a reçu le prix Louis Deluc, il était à table avec Gabin et ses copains, et il a dit, vous y allez, moi, je déteste manger froid. Ouais, c'est ça. Alors, comment on retient tous ces textes, tous ces mots, pour en faire un livre, justement? Moi, je suis un téléphage. C'est-à-dire que enfant de divorcé, alors attention, c'est pas du misérabilisme, c'est simplement que il y avait une série qui s'appelait Dream On, où on voyait un enfant avec son grand frère qui roulait des patins derrière sur le canapé, et puis le gamin il regardait la télé tout le temps. Et moi j'étais avec mon frère pareil, et moi j'ai regardé la télé depuis que j'ai 2-3 ans. Ma mère elle nous a toujours à chaque fois, vous ne pouvez pas sortir, il fait beau dehors, vous pouvez pas regarder d'autres choses, etc. Je n'ai fait que pas regarder la télévision, je regardais les pubs, je regardais les reportages, je regardais tout. Moi j'ai pu regarder la télévision de 7h du matin jusqu'à 3h du matin non-stop, et ça m'a fait une culture. Alors après, j'ai bouquiné un peu à côté aussi, mais je suis un vrai téléphage. Et puis, alors, il y a ce livre et la tournée, car je crois que vous êtes en tournée ensuite avec la 9e vie du chat. Oui. C'est un spectacle, ça continue. Maintenant, vous montez vos spectacles à partir du chat, toujours. Oui, à cause de Massy. alors oui, c'est parce que la 9e vie du chat, c'est parce que alors je suis pas très bon en numérologie. Alors malheureusement, Françoise Hardy nous a quittés récemment, elle qui était très férue de numérologie. Je suis né le 9 septembre. Le 9, c'est le signe de l'oralité, et le 9 septembre, donc le 9 est très présent chez moi. Et quand j'ai compté le nombre d'étapes que j'ai vues dans ma vie, j'en arrivais à la 9e. Donc j'ai fait la 9e vie du chat, qui est, j'espère, ma vie la plus belle. Voilà. Ah ben, en tout cas, il y a du neuf aussi dans les librairies. Et il y a du neuf. Avec ce livre, Les miscellanées de Chicandier, avec en sous-titre Salut mes foies de veau, bien sûr. Bien sûr. Chez Flammarion, que vous avez publié. Je le conseille à celles et ceux qui nous écoutent et qui vous apprécient de plus en plus. Continuez comme ça, ne changez rien. Ah, c'est très gentil. Merci Jacques, ça fait très plaisir. Merci Chicandier. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.